Bonjour, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons démarrer, hein, il est 15h30. Alors j'ai le plaisir d'être la conférencière pour cette prochaine heure que nous allons passer ensemble, où nous allons évoquer le sujet de la nutrition et la longévité. Hein. Comment bien manger pour vivre le plus longtemps possible en pleine forme. Alors, je me présente tout d'abord. Donc, je suis Josée Cloutier, je suis nutritionniste de formation. Vous allez sans doute entendre un petit accent car je suis franco-canadienne et j'ai adopté la France. Voilà, donc je travaille en France depuis 20 ans. Et je fais partie du réseau Bélénos Enjeux Nutrition que vous voyez ici. Bélénos Enjeux Nutrition, c'est un regroupement de professionnels de santé. C'est une association qui est dirigée par un médecin, qui a été créée par un médecin, le Dr Durac, en 2004, et qui mène des actions partout en France de façon à pouvoir promouvoir la santé à travers l'alimentation, mais contribuer au bien-être de chacun. Donc, nous intervenons à la fois, comme ici aujourd'hui, au Salon des services à la personne, mais également sur le terrain, dans les entreprises, dans les écoles, donc sur à tous les endroits où la nutrition et le bien-être sont importants pour aider chacun au quotidien. Alors, Bélénos Enjeux Nutrition. Bélénos, qu'est-ce que c'est? C'est le dieu celte de la médecine et des beaux-arts. Donc, vous avez vu que dans enjeu, il y a le mot jeu. Donc, je vais vous faire jouer un petit peu. Hein, je vais vous faire travailler un petit peu. Je sais que ce n'est pas évident après la digestion. Cette période est toujours critique. Mais je vais vous faire travailler, vous allez voir, et vous faire jouer parce que la meilleure façon, finalement, d'apprendre, hein, c'est en s'amusant. Alors, la longévité, hein, vous allez voir, qu'est-ce que ça couvre et qu'est-ce qu'on va couvrir là, durant cette prochaine heure ensemble. Eh bien, on va donner quelques chiffres. Hein. Nous, on aime bien les statistiques, vous allez voir. Donc, on aime bien parler chiffres. On va comparer. Hein. On aime bien aussi se comparer avec les autres, les Français. Alors, on va se comparer. Nos styles alimentaires sont-ils meilleurs ou moins bien que ceux des autres? Et ensuite, parler des aliments. Est-ce qu'il y a des aliments qui sont meilleurs pour notre santé? Et en fait, dire quelques mots sur l'activité physique. Hein. Vous savez que l'activité physique, ça peut avoir un rôle important sur notre santé. Alors, on commence. Qu'est-ce que ça veut dire vivre plus longtemps? Hein? Alors, la durée de vie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la durée pour laquelle un individu, hein, chacun d'entre nous, ou l'espèce à laquelle on appartient, sommes biologiquement programmés. Hein. Vous savez, on est programmé. Hein. C'est un mot qu'on utilise souvent qui est utilisé par les informaticiens. Mais en biologie, on peut dire aussi que nous sommes programmés. Alors, on n'est pas tous égaux. Hein. On n'est pas tous égaux dans le monde. Alors, première question. À votre avis, quel est le pays qui a la plus grande espérance de vie au monde? Je veux des noms de pays. Japon, Chine, vous avez dit Chine? Chine, personne dit la France? Non? Donc c'est Japon ou Chine à votre avis? Pas d'autres pays? Bon, évidemment, je vous ai tendu un piège. Le premier pays en espérance de vie, c'est Andorre. Est-ce que c'est un pays? Bon, c'est un territoire, c'est un État. Alors c'est Andorre. Le premier pays, c'est Andorre, mais le deuxième, c'est Japon. Vous êtes très fort, donc le deuxième, c'est Japon. Le troisième, c'est la France. On est quand même pas trop mal lotis. Hein? La France, avec une espérance de vie chez les dames de 84,8 ans et chez les hommes de 78,1 ans. Donc, c'est pas si mal. Hein? Ensuite, on a Singapour, on a l'Australie, on a le Canada. On n'est pas trop mal non plus. C'est peut-être le froid qui nous protège. Alors, ensuite, on a la Suède. Tous les pays nordiques sont assez bien protégés, vivent assez longtemps. On a la Nouvelle-Zélande et
Bon, je l'ai mis pour vous rappeler quand même hein, que la moyenne d'âge, l'espérance de vie en Afrique est de 54 ans. Hein. Ça nous permet de prendre un peu de recul par rapport à nous, nos pays, et de voir qu'il y a quand même un écart nord et sud. Alors, je vous le disais, hein, les Français, on n'est pas trop mal lotis. Donc, ça, ce sont des données de 2003. Et donc, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Hein, et voilà, il n'y a pas de parité hein, au niveau de l'espérance de vie. Mais ce qui est très, très intéressant, et c'est ça qui va nous occuper là, toute une partie de cette conférence, c'est de voir qu'en quelques décennies, notre espérance de vie a beaucoup augmenté. Et ça, c'est plutôt positif pour nous. Ça nous donne de l'espoir. Hein. On peut penser qu'on va vivre, les experts de Google nous disent qu'on va peut-être vivre jusqu'à 200 ans. La prochaine génération va peut-être vivre jusqu'à 200 ans. Qui sait, est-ce qu'on va atteindre l'immortalité? Alors, ce qui est très intéressant quand on regarde ces données d'espérance de vie, c'est de savoir que, bon, en France, hein, 73% des personnes vivent de façon autonome, ce qui est pas mal. 14% habitent dans leur propre famille et 13% vivent en maison de retraite. Et vous l'avez vu, hein, si vous avez fait le parcours ici du salon, qu'on tend à encourager les gens à rester le plus longtemps possible dans leur maison. Alors, qu'est-ce qui nous permet de penser qu'on va vivre plus longtemps hein, que d'autres populations? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Alors, quand je vous ai dit qu'on n'était pas tous égaux, il est vrai qu'on a tous un patrimoine génétique différent. Hein? Vos grands-parents, vos parents ont-ils vécu longtemps? Ça, c'est très important. Hein? Quand on sait qu'on a des grands-parents qui ont vécu longtemps, très âgés, eh bien, on peut se dire, bah, j'ai quand même la génétique de mon côté. L'évolution de la médecine, hein, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on a fait des progrès incroyables. On a inventé des nouvelles molécules, des médicaments. Donc, les progrès de la médecine sont aussi très importants pour donc, contribuer à notre longévité. Et nos conditions de vie. Hein. C'est sûr que nos conditions de vie et de travail ont aussi contribuent au quotidien à donc, nous donner plus de chances pour vivre plus longtemps en bonne santé. Alors, quelques données. Quand je vous dis qu'on n'est pas tous égaux, espèce après espèce. Bon, le rat, eh bien, le rat, hein, si vous avez un rat à la maison, sachez qu'il ne va pas vivre plus de 6 ans. Sa moyenne, son espérance de vie est de 6 ans. Le chat, ben, vous le savez, ceux qui ont des animaux domestiques à la maison, il vit à peu près 20 jusqu'à 22 ans. L'éléphant, ça peut aller jusqu'à 75 ans. L'humain, c'est plus de 120 ans. Hein? L'humain, vous savez que le record du monde est détenu par une Française. Vous saviez? Vous connaissez cette femme, Jeanne Calment? Est-ce que vous savez à quel âge elle est décédée? 121? 121? 100? 122? Très bien, madame. 122 ans, 5 mois et 14 jours. C'est le record du monde. Et la tortue? Bon, la tortue, parmi toutes les espèces animales, c'est la championne de la Terre. Donc, elle peut aller jusqu'à 200 ans. Alors, on l'a vu, hein, la médecine a vraiment contribué hein, à nous aider à vivre plus longtemps parce que, bon, il y a encore quelques générations, on ne connaissait pas la vaccination, on ne connaissait pas les antibiotiques. Aujourd'hui, aujourd'hui, la mortalité précoce est vraiment réduite. Donc, tous ces facteurs sont très importants pour nous permettre, donc, de donner les bonnes chances pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Et puis, on le sait aujourd'hui, hein, les conditions de vie, même au travail, on a quand même beaucoup d'organismes maintenant qui font de la prévention. Hein. C'est le maître mot, la prévention des risques professionnels. Donc, beaucoup de choses sont mises en place de plus en plus en France pour nous aider à avoir une qualité de vie au travail qui est plus importante. Alors, on va maintenant comparer certains styles de vie. Vous avez sans doute entendu parler de différents modes de vie et on va regarder dans quel pays on compte le plus grand nombre de centenaires et on va regarder qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ont mangé, tous ces centenaires-là qui vivent très longtemps.
Alors, on a vu tout à l'heure, on a parlé de l'espérance de vie. On a vu que le Japon était le champion du monde. L'Andorre était champion du monde au niveau de l'espérance de vie. Maintenant, dans quel pays trouve-t-on, à votre avis, le plus grand nombre de centenaires? Je veux des pays. Pays? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? J'entends pas très bien. Le Japon? On se mouille pas trop, hein? La Grèce? La Crète? Le Tibet? Le Pérou? Alors, bon, c'est un peu facile, hein? Les centenaires, ils sont au Japon. Le plus grand nombre de centenaires est donc au Japon. On compte donc plus de 44 449 centenaires en 2010. Ensuite, la France, c'est la France, le numéro 2 quand même. Hein? Donc, la France compte 16 791 centenaires en 2010. Les États-Unis, 70 000 centenaires en 2010. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, l'Italie, le Pérou. Qui m'a parlé du Pérou? Hein? Voilà, madame. Et donc, j'ai mis la Chine, j'ai mis le Japon, j'ai mis la Chine, voilà. Alors, la Chine, hein, on est peut-être étonné de se dire, avec 1 milliard de population, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de centenaires. Le problème, c'est quand on parle de chiffres et de statistiques, nous, les nutritionnistes, on s'appuie sur des données fiables. Et quand on réalise des enquêtes en Chine et qu'on demande aux gens quand êtes-vous né, ben, en Chine, qu'est-ce qu'on répond? On dit, ben, moi, je suis né l'année du dragon, l'année du chien, l'année du rat. Et évidemment, quand on veut faire des statistiques, ça n'est pas valable, hein, parce que les cycles sont de 12 ans, et donc ce n'est pas assez précis pour pouvoir donc, en faire des conclusions, en tirer des conclusions fiables. C'est pour ça que la Chine, le chiffre de centenaires en Chine est sans doute sous-estimé. Alors, comment ça évolue les centenaires dans le monde, en France? Bon, en 1830, on en avait à peine 150. Et vous voyez, ça a bien évolué. En 2011, on en compte 16 000, on en a compté 16 000. Et on estime qu'en France, en 2050, on aura 60 000 centenaires. Parmi, peut-être certains d'entre vous sont déjà parmi nous. Alors, évidemment, tout ça, ça ne pourrait pas se faire sans la médecine, mais l'alimentation a aussi donc un rôle prépondérant pour nous aider à vivre plus longtemps. On va regarder un petit peu ces différents modes alimentaires et pour vous dire comment nous, on travaille au sein de notre association et puis nous, les nutritionnistes en général. Donc, nous, on n'aime pas ces études très qui sortent, hein, qui singularisent un aliment ou un autre ou décrivent un aliment. Un jour, c'est la viande, un jour, c'est le lait, un jour, c'est le soja. Bon. Alors, nous, on regarde les études et vous savez que le travail des études, c'est du long terme. Hein. Comment on travaille dans le monde, les chercheurs, comment travaillent-ils et comment faisons-nous comment analysons-nous les données pour pouvoir en tirer des conclusions? Eh bien, on regarde toutes les études d'observation qui sont réalisées. Hein, toutes ces études où on mène des enquêtes. Peut-être vous-même, avez-vous participé à des enquêtes? Hein? On est souvent sollicité dans la rue, au téléphone. Donc, ce sont des travaux qui sont faits. Donc, on compare des populations, on mène des enquêtes, on regarde les facteurs de risque d'un pays à l'autre. Et ces études sont intéressantes parce qu'ils permettent de suivre des populations, mais n'établissent pas de lien de cause à effet. Hein? On ne peut pas dire que tel aliment, tel comportement est la responsable de telle maladie, mais on progresse, on regarde aussi, on intègre aussi les données cliniques, hein, les données qu'on réalise chez les animaux ou sur des cellules d'animaux. Ça aussi, ça peut faire progresser donc, la médecine. Donc, on travaille en laboratoire pour expérimenter un certain nombre d'hypothèses, de médicaments. Et puis enfin, les études d'intervention où là, à partir d'une prise de sang, à partir de différents prélèvements, on regarde chez l'humain, donc, et on fait des comparaisons entre votre taux de cholestérol ou votre taux de sucre dans le sang et votre comportement alimentaire, et ça nous permet de faire des conclusions. Et l'ensemble de ces éléments permettent de tirer un certain nombre d'enseignements pour
conseiller, nous vous conseiller au quotidien pour vous aider à manger, trouver les bons aliments, faire les bons choix alimentaires pour vous aider à préserver votre santé. L'une des grandes révélations, je dirais, du siècle dernier, ça a été cette fameuse étude qui a été publiée dans les années, qui a été réalisée dans les années 70 et publiée dans les années 70-80. C'est l'étude de Keyes qui a été réalisée sur 7 pays. Elle a été très intéressante, cette étude, parce qu'on a travaillé avec une population de Crète, du Japon, de Grèce, de l'ancienne Yougoslavie, d'Italie. On a aussi intégré les Pays-Bas, les États-Unis et la Finlande. Et on a tiré des conclusions très intéressantes. On s'est rendu compte qu'il y avait une réelle différence dans l'alimentation et dans la manifestation de certaines maladies, notamment les maladies coronaires, donc les coronariennes, c'est-à-dire les maladies du cœur et de l'artère. Et on s'est rendu compte que certains pays, notamment la Crète et le Japon, avaient vraiment un taux de mortalité vraiment très, très bas par rapport à certains pays dits du Nord, comme les États-Unis et la Finlande. Et donc, ça a été vraiment un déclencheur de plusieurs études et d'hypothèses. Et c'est là qu'on a commencé à regarder attentivement l'alimentation de ces populations-là, dans le sud, du sud et puis du Japon. Et on s'est rendu compte que ces personnes avaient moins de graisse saturée dans leur alimentation et moins un taux de cholestérol plus bas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on est allé regarder ce fameux régime crétois ou méditerranéen et on est allé essayer de trouver, y a-t-il un ingrédient miracle ou quelque chose qui fait que ces gens ont un taux de mortalité coronarien, donc plus bas que les autres populations comme les États-Unis et la Finlande. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a comparé, on aime bien, nous, les nutritionnistes, comparer les différentes populations. Et cette comparaison nous a permis de tirer des conclusions qui sont super intéressantes. Par exemple, on voyait que les Crétois mangeaient davantage de légumes secs, tout ce qui est, vous voyez, les haricots, les lentilles, les fèves, davantage de fruits et de légumes et d'huile végétale et de corps gras. Alors là, c'est très étonnant quand on parle de mortalité cardiovasculaire. Ils mangeaient davantage d'huile végétale et de corps gras. Donc là, ça nous a tous interpellés. Et puis, par rapport aux États-Unis, les États-Unis mangeaient davantage de viande, poisson ou œufs, davantage de produits laitiers et davantage de sucre et de miel. Donc, on a vu que l'alimentation des Crétois donc, était quand même très différente donc, de celle des habitants des États-Unis. Alors, le régime crétois, il se base, si vous avez eu la chance de visiter cette belle région de Grèce, donc, avait une alimentation très riche en huile d'olive, d'accord? Et l'huile d'olive a un effet intéressant parce qu'elle permet de baisser le mauvais cholestérol, elle améliore le bon cholestérol et elle contient des antioxydants, la vitamine E notamment, qui est sans doute favorable donc, à un bon état de santé. Et le régime crétois, ce qui est intéressant, c'est qu'il contient beaucoup d'oméga 3. Les oméga 3, ce sont ces acides gras essentiels que le corps ne peut pas produire et qu'on doit trouver dans notre alimentation. Donc, et ce qui est étonnant, c'est que l'huile d'olive n'en contient pas d'oméga 3. Donc, on a essayé de trouver d'où venaient ces oméga 3. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle venait d'une petite plante qui pousse et qui est très consommée donc, en Crète, le pourpier. Le pourpier est que les aliments aussi, du coup, qui consommaient ce pourpier, comme la chèvre, les animaux, avaient donc, du coup, des graisses très riches en oméga 3 parce qu'ils consommaient ce pourpier dans leur alimentation. Et du coup, les œufs, la viande qui dérivaient de ces aliments étaient très riches en oméga 3. Donc, avec ces constatations, on a approfondi également. On a vu que, bon, il y avait une abondance de fruits et légumes, de légumes secs. Il faut savoir que les légumes secs sont très riches en fibres et en polyphénols et en antioxydants, qui sont des molécules extrêmement intéressantes dans la prévention des maladies. On a regardé aussi le régime du pourtour méditerranéen,
qu'on a appelé, à juste titre, donc le régime méditerranéen. Alors, le régime méditerranéen, vous en avez sans doute entendu parler, parce que quand ces études sont sorties, on en a fait grand bruit dans les médias. Donc, comment ça se passe, la pyramide du régime méditerranéen? Eh bien, à la base, on mange donc une grande quantité de fruits et légumes, de féculents, de pain complet, on a un peu d'huile d'olive, du poisson, des crustacés, on a un peu de viande et de laitage, en quantité assez réduite des viandes et des sucreries, et on a quand même un peu de vin, vous avez vu? Donc, il y a quand même un peu de vin. Donc, une alimentation très diversifiée. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que ces aliments sont plutôt frais, sont consommés frais et sont très peu transformés. Alors, est-ce qu'on a une clé, finalement, avec ces constatations, une clé pour nous indiquer comment s'alimenter dans le futur? Sans doute, peut-être. Et on va regarder tout à l'heure les recommandations plus pratiques qu'on peut vous transmettre au quotidien. Alors, ce fameux régime méditerranéen, donc, est très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui avaient une alimentation plus méditerranéenne avaient donc une réduction de la mortalité de 25 %. Diminution de la mortalité par cancer, qui, vous savez, c'est la première cause de mortalité en France, de 24 %, et une baisse de la mortalité cardiovasculaire de 33 %, ce qui est quand même très significatif. Alors, du coup, on a regardé de façon très approfondie l'alimentation des Français. Et est-ce qu'il y a une région, du coup, qui aurait une alimentation qui pourrait protéger davantage les Français des maladies cardiovasculaires? Eh bien, on en a trouvé une. Vous savez quelle est la région où on trouve le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire le plus bas en France? Le Sud-Ouest, l'Aquitaine, le Nord, le quoi? J'ai pas compris, excusez-moi. Le Var, la région parisienne, le Gers. Personne dit Nord-Pas-de-Calais? Non? Alors, c'est le Sud-Ouest, c'est Toulouse, alors qu'on sait que ils mangent du cassoulet, du foie gras, on boit du vin rouge. Bon, alors c'est très étonnant. Et on a vu qu'il y avait un gradient en Europe, parce que la région du Sud-Ouest est l'une des régions parmi les plus faibles en développement de maladies cardiovasculaires, comparée par exemple à l'Irlande, au nord de l'Europe, où là on a le plus haut taux. Alors, je suis désolée s'il y a des Alsaciens dans la salle ou des nordistes. Voilà, c'est le Sud-Ouest qui est le champion en France au niveau donc du taux le plus bas de mortalité par maladie coronarienne. Alors, du coup, les études se sont multipliées après ces différentes constatations. Donc, on a fait une étude aussi qui a été très révélatrice, qui s'appelle l'étude de Lyon. L'étude de Lyon a été réalisée donc, par des chercheurs au milieu des années 90. Et on a donc fait consommer donc, une alimentation très diversifiée, mais quand même très riche en légumes verts, en volailles, en poissons, en fruits. Et on a remplacé le beurre et la crème, qui est souvent consommé dans le Nord ou en Normandie, par de la margarine enrichie en oméga 3, en huile de colza notamment. Et on a comparé ça avec un régime plus faible en matière grasse, parce qu'à l'époque, dans les années 80, on pensait qu'il fallait supprimer purement et simplement tous les aliments riches en matière grasse pour se prémunir des maladies cardiovasculaires. Eh bien, qu'est-ce qu'on a constaté quand on a fait cette étude? Eh bien, le groupe qui avait consommé les aliments plus diversifiés et plus riches en oméga 3 et en fruits et légumes avait donc une récidive des événements coronariens réduite de 76 % et on avait une baisse de la mortalité de toutes les causes confondues de 70 %. Donc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, finalement, l'alimentation à la française, à la mode de l'étude de Lyon, pourrait nous préserver donc des maladies cardiovasculaires. Alors, ça, c'est pour la France. Eh bien, comme vous avez vu que le champion du monde est japonais, on est quand même allé au Japon. Regardez concrètement qu'est-ce qu'ils font ces Japonais pour vivre si longtemps.
Et est-ce qu'il n'y a pas un petit produit miracle qu'on pourrait transposer ici, nous, en Europe, pour vivre aussi longtemps que ces centenaires japonais? Alors, on a regardé, on est allé sur une île, vous avez peut-être entendu parler de cette île, Okinawa. Vous avez déjà entendu parler d'Okinawa, hein? Cette fameuse île Okinawa. L'île Okinawa, elle se trouve entre la Corée et Taïwan. Vous avez Tokyo ici et Okinawa, c'est là, c'est en bas. D'accord? Alors, l'étude a été réalisée donc, dans les années entre 1976 et 2004, là où on trouve le record mondial de centenaires. Alors, il y a 1,3 fois plus de centenaires dans cette petite île qu'en France. Donc, on est allé creuser et on a vu aussi qu'ils avaient moins de maladies. On est allé voir qu'est-ce qu'ils font ces Japonais-là pour vivre aussi longtemps. Alors, on n'a pas été déçus parce que c'est vrai qu'on a découvert plein de choses nouvelles qu'on n'a pas l'habitude de faire, nous, en France, voire en Europe. Alors, les Japonais d'Okinawa ont une alimentation traditionnelle semi-végétarienne. Alors, ils consomment beaucoup de soupe miso, peut-être vous-même, hein, quand vous êtes allé au Japonais, vous savez ce que c'est, hein? Une soupe miso à base d'algues, de tofu, de patates douces. Ils mangent du poisson ou du porc bouilli avec des légumes et des nouilles, beaucoup d'épices, beaucoup d'herbes, du thé au jasmin. L'alimentation est généralement faible en matière grasse et en produits sucrés. Hein, c'est rare qu'on prenne un dessert ou qu'on vous propose un dessert dans le menu japonais. Les produits laitiers sont en quantité modérée. Ils consomment peu d'alcool et l'alimentation n'est pas très calorique et ils ont une grande diversité donc nutritionnelle. Alors, ils ont aussi beaucoup de principes. C'est limite une philosophie, donc la façon de manger sur cette île Okinawa. Donc, manger très varié, ils privilégient les couleurs. Hein, on en parle de plus en plus, ça. Ils privilégient les couleurs. Donc, on assemble les couleurs. On mange des aliments frais. On mange les aliments crus et cuits. On fait peu cuire les aliments. On les fait cuisiner à feu doux. Et on cuit et on consomme les aliments séparément. Hein, vous avez peut-être vu chez les Japonais, ou vous-même, si vous êtes allé au Japon, on a plein de petites choses sur la table. Hein, on a plein de petits plats et on se sert et on fait des mélanges. Alors qu'en France, on met tout dans la même assiette en général. Alors, ils ont aussi des principes dans la façon même de consommer quand ils se mettent à table. C'est important pour eux de rester sur sa faim. Ce n'est pas évident. Hein? Alors, ils s'arrêtent de manger avant d'être rassasiés. Hein? Nous, dans notre vie moderne, on mange très vite en général, on va très vite. Eux, ils prennent le temps, ils s'arrêtent avant d'être rassasiés. Ils mangent en pensant donc, que les aliments vont leur faire du bien. Vous voyez, il y a comme une philosophie derrière la façon de manger. Nous, en général, on regarde la télé en même temps. Voilà, hein, c'est une autre mentalité. Alors, ils essaient de réduire le stress en faisant de l'exercice physique. Le tai chi, le qigong, je ne sais pas si vous connaissez ces exercices, sont extrêmement intéressants, sont très pratiqués dans les pays asiatiques. Et ils écoutent la musique douce, ils prennent un bain, ils prennent le temps de vivre sur cette île. Hein. Donc, et ils continuent à travailler très longtemps. Hein. Donc, ils n'ont pas vivent pas forcément de retraite comme nous dans nos pays occidentaux. Alors, quand on a comparé donc, les bénéfices d'Okinawa par rapport aux autres pays, hein, comme je vous ai dit, on aime bien nous se comparer aux autres pays. Donc là, vous voyez, vous avez ici Okinawa, et là, vous avez le taux de mortalité, d'accord? Donc, si on compare, ça, c'est les hommes, ça, c'est les femmes. Et puis ici, vous avez les Américains. Regardez la différence. Hein, le taux de maladie cardiovasculaire ici chez Okinawa par rapport aux Américains, c'est vraiment, vraiment très, très, très différent. Hein. Pareil pour le cancer du côlon. C'est moins évident pour le cancer du côlon. Cancer de la prostate, oui, c'est très, très, très différent. Et cancer du sein aussi, il y a quand même une grande différence. Et il y a même une différence entre Okinawa et le Japon, le pays, le continent, quoi. Alors, après, on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas transposer ce régime japonais en Europe, aux États-Unis? Ça serait chouette, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé trouver des Japonais qui avaient immigré aux États-Unis et on a regardé leur alimentation. Et c'est vrai que quand on est sur l'île d'Okinawa, c'est génial, mais quand on est dans une vie moderne, vous vivez à Washington, Boston ou New York, c'est pas évident, quoi, de suivre Okinawa.
Donc, on s'est rendu compte que ce n'est pas facile à transposer, hein, c'est difficile à suivre en court terme. Il peut y avoir des restrictions qui peuvent entraîner des déficiences. Dans une vie moderne, on doit prendre le métro, aller chercher les enfants à telle heure et tout. Donc, pas manger à sa faim, ça peut entraîner des grignotages. Donc, c'est très compliqué de transposer donc, ces régimes d'un pays à l'autre ou d'un continent à l'autre. Donc, on va voir comment nous, hein, en France, en Europe, on peut trouver une méthode ou une approche intermédiaire qui peuvent nous aider donc, à vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on on a l'impression qu'on vit dans un monde d'excès. En général, les frigos sont bien remplis, les placards aussi. On a quand même une profusion d'aliments qui nous sont proposés donc, dans les grandes surfaces. Bon. Donc, on surfe un petit peu en France entre les excès, hein, les excès de table qui peuvent entraîner des maladies chroniques. Quand on mange trop de choses, trop de certains aliments, on a une alimentation trop abondante, il faut essayer de faire attention parce que ça peut être la source, avec un comportement un peu trop sédentaire, de développement de toutes ces maladies hein, qu'on voit aujourd'hui arriver. Mais en parallèle, on a quand même aussi des gens qui sont en situation de carence, même en France. Donc, attention, les gens qui excluent purement et simplement des groupes d'aliments, hein, c'est un peu la tendance aujourd'hui. On a des modes en France. Hein, on vous dit, un jour, c'est gluten, un jour, c'est le laitage, un jour, c'est la viande. Attention, parce que exclure des groupes d'aliments peuvent aussi entraîner des déficiences ou des maladies comme l'ostéoporose, la sarcopénie. Donc, il faut trouver le juste milieu hein, pour avoir des apports équilibrés. L'alimentation peut nous aider. Alors aujourd'hui, on doit faire face au stress oxydant. Alors attention, je vous fais peut-être peur avec ce graphique, hein, mais somme toute qui est assez simple. Peut-être avez-vous entendu parler du stress oxydant. Le stress oxydant, ça vous dit quelque chose? Les antioxydants, peut-être? Ça, on en entend parler, les antioxydants. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress oxydant? En fait, le corps, je vous fais une image, ça va être très simple. C'est comme si le corps rouillait. Hein? Il faut, tous les jours, on est un petit peu attaqué, c'est peut-être pas le bon mot, attendez. On est un petit peu agressé par les molécules, le fait qu'on vit dans une vie stressante, un peu polluée, en tout cas à Paris, le fait de vieillir, manger avoir une bonne fourchette, fumer, prendre de l'alcool, tous ces gestes qu'on fait au quotidien peuvent avoir donc contribué à des règlements ou un changement donc, métabolique dans le corps et le développement de molécules instables qui réagissent beaucoup au contact de l'oxygène et qui s'appelle, donc ce phénomène s'appelle le stress oxydant. D'accord? Et comment on contre ça? Eh bien, tout simplement grâce aux antioxydants qu'on trouve dans l'alimentation, donc qui peuvent nous aider à limiter ou éviter ou repousser le développement de ces maladies qui sont induites par le fait qu'on est tous les jours un peu agressé dans le sens les réactions métaboliques en contact avec différents facteurs environnementaux font qu'on est plus ou moins susceptible pour développer un certain nombre donc, de maladies donc, dégénératives ou cardiovasculaires, osseuses, le cancer. Et donc, ces antioxydants, ils sont très importants et c'est pour ça qu'il faut en consommer chaque jour. Bon, la grande chance qu'on a, c'est qu'en France, on a quand même beaucoup de produits et ces antioxydants se trouvent dans une multitude de produits, notamment les huiles végétales. D'accord? On en a parlé tout à l'heure des huiles végétales, notamment l'huile de colza qui est très, très riche en vitamine E. Les fruits de mer sont très riches en antioxydants, en zinc, en sélénium. Les fruits et les légumes sont aussi très riches en vitamine C, la vitamine A, hein, le bêta-carotène, vous avez sans doute entendu parler, le bêta-carotène hein, qui donne cette couleur orangée aux aliments. C'est une source puissante d'antioxydants. Et, je ne sais pas si vous voyez la photo là, vous voyez ce que c'est? Ça, vous voyez ce que c'est la photo? Non? Le chocolat. Hein?
Donc, vous voyez, même le chocolat, c'est bon pour la santé. Ceux qui ont eu l'occasion de passer sur le stand de la CNAV et du PRIF tout à l'heure, où est-ce que nous sommes en allée C11. Donc, on vous fait déguster du chocolat. Donc, pour vous dire que, vous voyez, tous les aliments sont bons, ils contribuent en petite quantité à notre bien-être au quotidien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger équilibré? Hein? Ça veut dire manger un peu de tout. Là, vous avez ici les 7 groupes d'aliments qui contribuent à l'équilibre alimentaire. D'accord? Donc, ceux-là, c'est souvent ceux, les féculents, hein, qui commencent par P, souvent un pain, pâtes, pommes de terre. Donc, on doit les consommer à chaque repas. D'accord? À chaque repas et en privilégiant notamment les produits complets. On a quand même de la chance ici à Paris, en région parisienne, d'avoir du bon pain. On a de très bons boulangers. Variez les pains. Parfois, c'est vrai qu'une bonne baguette chaude, c'est vraiment irremplaçable, mais prenez du pain aux céréales, la tradition, la tradigraine, du pain de seigle. Variez les pains, puisque ça va vous apporter donc des minéraux qui sont très importants pour notre santé au quotidien. Les fruits et légumes. Alors là, il faudra être aveugle ou sourd pour ne pas connaître les recommandations en matière de consommation de fruits et légumes, parce que là, les pouvoirs publics martèlent le message tous les jours. Donc, 5 fruits et légumes par jour. D'accord? 5 portions de fruits et légumes par jour, c'est-à-dire 400 grammes au total, une portion étant 80 grammes. Les produits laitiers, selon les groupes de population, c'est 3 à 4 portions par jour. Une portion, c'est 2 yaourts, par exemple. La viande, aujourd'hui, on recommande la viande, le poisson et les œufs, bien sûr, 1 à 2 portions par jour. Une portion, c'est la taille de la paume de la main. Une portion de viande, d'accord? C'est 100 grammes. En France, ne vous inquiétez pas, on est très loin des recommandations qui nous ont été énoncées dans les médias. En France, on consomme l'équivalent de 50 grammes en moyenne de viande par jour. Donc, on est très loin des consommations excessives qu'on voit dans certains pays qui pourraient être associées au développement de certaines maladies. De l'eau à volonté. Donc là, il faut penser à boire à petites gorgées toujours, parce qu'avec l'âge, notre soif, la sensation de soif diminue. Donc, il faut boire sans soif. Si vous avez soif, c'est que vous êtes déjà déshydraté et la déshydratation, ça joue sur les performances physiques et intellectuelles. Et ici, vous avez les produits sucrés et les produits, les graisses. Vous voyez, ils font aussi partie de l'équilibre alimentaire, mais ils sont à consommer en quantité donc plus faible. Sans oublier les herbes aromatiques, les épices. Pensez à ajouter toutes ces herbes dans vos aliments, saupoudrer dans la salade, dans vos plats. Ce sont des petits gestes qu'on peut faire au quotidien et tous ces aliments, ces herbes, contribuent aux apports en antioxydants qui sont si bien pour nous préserver notre santé. 2 mots sur l'activité physique. L'activité physique, vous le savez sans doute, c'est donc un point important pour nous aider à vivre longtemps. Bon, je ne vais peut-être pas vous demander de vous mettre tous au roller comme cette dame ou de courir un marathon. Hein? Quand je dis activité physique, je ne dis pas forcément sport. Sport, ça a une visée de compétition. L'activité physique, en quoi ça consiste? Ça veut dire de bouger son corps, tous les muscles du corps, hein? Marcher, prendre les escaliers, préférer les escaliers aux escalators, aller à la gym, aller faire ses courses, aller chercher le pain, promener le chien, tous ces petits gestes du quotidien. Hein, ça ne veut pas dire de s'engager dans des compétitions, mais tous les jours, pensez à bouger. Hein, pensez à bouger. Et on sait aujourd'hui que l'activité pratiquée donc de façon régulière contribue à diminuer la mortalité, augmente l'espérance de vie et donc inverse, hein, peut jouer contre la génétique. Si vous n'avez pas un patrimoine génétique très favorable, ça peut inverser donc la tendance génétique à mourir plus tôt. Donc, c'est quand même très, très positif. Et vous-même, vous pouvez l'expérimenter. Les bénéfices se font sentir très, très rapidement. Donc, c'est très gratifiant. Si vous vous remettez à l'activité physique, vous allez voir très rapidement, en quelques jours, quelques semaines, vous allez sentir les bienfaits sur votre corps. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Et je voulais vous parler de cette fameuse championne du monde, Jeanne Calment. Alors, c'est peut-être écrit très petit, mais je vais vous expliquer un petit peu
en quoi a consisté la vie de Jeanne Calment. Parce qu'en fait, Jeanne Calment, c'est quand même un phénomène, quoi. C'est un record du monde bien français. Et donc, je me suis amusée à regarder toutes les études, parce qu'il y a des gens qui ont publié des choses sur Jeanne Calment. Donc, je me suis amusée à regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle a, Jeanne Calment, qui fait qu'elle a vécu, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a de si spécial qui a fait qu'elle a vécu si longtemps. Donc j'ai regardé. C'est vrai qu'elle avait un patrimoine génétique quand même très favorable. Son père est mort à 93 ans, sa mère à 86, son frère à 97. Donc, elle avait quand même des bons gènes. Elle avait un mode de vie très actif. Alors, Jeanne Calment n'a jamais vraiment travaillé, donc elle était aux côtés de son mari, mais elle a pratiqué du vélo jusqu'à l'âge de 100 ans. Vous vous rendez compte? Elle faisait du vélo jusqu'à l'âge de 100 ans. Elle s'est mise à l'escrime à l'âge de 85 ans. Elle s'est essayée à l'escrime. Elle a marché, bon, la dernière partie de sa vie était effectivement souvent alitée, mais elle a marché de façon très dynamique jusqu'à l'âge de 114 ans. Donc, elle a vécu chez elle jusqu'à l'âge de 110 ans. Elle a quand même eu, parce qu'elle était quand même casse-cou, comme vous pouvez le voir, elle s'est quand même fracturé le coude, la cheville, la hanche. Bon, ça ne l'a pas empêchée de vivre. C'était une femme très optimiste. Et ça, c'est très important. Et moi-même, en tant que Canadienne, je peux vous le dire, et surtout en ce moment, c'est important de garder l'optimisme. L'optimisme et avoir le plaisir de la vie. Elle s'adonnait à la peinture, elle s'adonnait au piano, à la chasse, elle allait chasser avec son époux. Malgré le fait qu'elle a vécu quand même de grands drames, hein, elle a perdu son enfant, son fils est décédé alors qu'elle était elle était en vie, et son petit-fils aussi. Donc, elle a vu tous ses proches mourir les uns après les autres. Elle a été la dernière survivante de sa famille. Donc, ça a été assez dramatique. Mais elle avait donc, voilà, cette philosophie de rester positive malgré les épreuves de la vie. Et puis, au niveau de son alimentation, on a quand même, c'est vrai que moi, en tant que nutritionniste, je suis très curieuse de voir qu'est-ce qu'elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a fait. Alors, très curieusement, vous savez qu'elle vivait à Arles, hein, Jeanne Calment. Donc, elle avait une alimentation très méditerranéenne, avec, elle laissait une large place à l'huile d'olive dans son aliment. Tous les jours, elle prenait son petit carré de chocolat et son verre de Porto, pouvez-vous le croire? On m'a dit qu'avec son infirmière, elle s'octroyait encore une petite cigarette gitane de temps en temps. Bon, ça, ce n'était pas écrit dans mon article. Pour arriver à ce record, donc de 122 ans, 5 mois et 14 jours. Donc, le chocolat, hein, c'est intéressant. Alors, pour la longévité, comment je pourrais résumer là, tout ce que je viens de vous dire? Alors, c'est certes une façon de s'alimenter, mais vous avez vu, ce sont des choix sensés. Il ne s'agit pas de changer de mode de vie, mais c'est tous les jours d'ajouter des ingrédients, des aliments, tout simplement dans son alimentation quotidienne pour trouver un équilibre. L'équilibre, ça ne s'inscrit pas juste dans un repas ou dans une journée, mais dans une semaine. Si un jour, vous faites la fête, c'est la communion de vos petits-enfants, vos enfants se marient, vous avez votre association lance un événement, on fait la fête, hein? On fait la fête en France. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites la fête ce week-end et la semaine suivante, vous faites attention, on passe en mode soupe, on passe en mode, on pense aux fruits et légumes, on les ajoute dans notre alimentation et on mange un petit peu moins et on repose un peu l'estomac. C'est aussi une façon de bouger. Tous les jours, il faut penser, voilà, là vous êtes venus ici, vous avez, c'est déjà un geste héroïque, vous avez traversé tous les barrages de sécurité, les escalators pour arriver à ce salon. Ça, c'est de l'activité physique, une façon de vivre, rester chez soi si c'est possible, contribuer à la vie sociale. Ça, il ne faut pas s'isoler. Hein. C'est important, la vie sociale, aller dans des associations, venir à des conférences comme celle d'aujourd'hui. Ça, c'est très important aussi pour cultiver la santé au jour le jour. Et de façon générale, donc, évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour rester le plus longtemps possible en bonne santé? Il faut éviter de s'exposer aux risques. Qu'est-ce que ça veut dire? On vit à Paris, on est quand même dans une ville qui est un petit peu polluée. Bon, certes moins que certains autres pays ou certaines autres villes, mais voilà, éviter de s'exposer aux risques.
prévenir les maladies par un équilibre alimentaire. Hein, on a vu par quelques conseils sommaires qu'est-ce que c'est d'équilibrer son alimentation. Ce n'est pas très compliqué en fait. Hein. Entretenir ses capacités physiques, même mentales. Et alors, préparez bien vos questions parce que je voulais vous apporter donc une information complémentaire en vous disant que ces conférences, comme on le fait aujourd'hui, elles se transposent aujourd'hui grâce au PRIF. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le PRIF, mais je vous ai laissé sur votre siège, vous avez eu une plaquette d'informations. Le PRIF, c'est le regroupement de 3 caisses de retraite, la CNAV, donc la MSA et la RSI, hein, auxquelles vous avez souscrit. Et donc, qui organise justement parce qu'on veut vous garder en bonne santé le plus longtemps possible, et les caisses de retraite également le souhaitent vivement, organise partout en Île-de-France des ateliers qui sont organisés avec notre association Bélénos Enjeux Nutrition, qui font partie du parcours de prévention du PRIF. Pour ceux qui ne connaissent pas le PRIF, hein, vous pourrez venir nous rencontrer après sur notre stand. Donc, cet organisme a été créé il y a environ 2-3 ans et organise et met en place un certain nombre d'ateliers sur l'équilibre, sur la marche, sur la mémoire, sur le bien vieillir, les ateliers bien chez soi et les ateliers bien dans son assiette, qui sont ceux que nous préconisons, que nous avons montés sur mesure pour vous qui êtes retraités, jeunes retraités. Alors, l'atelier s'appelle Bien dans son assiette. Alors, l'atelier comprend 5 séances. Et je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, il y a 5 séances de 2 heures auxquelles vous êtes invités à participer, qui vont traiter de façon générale tous les aspects liés à l'alimentation. C'est sur un mode ludique. Hein. Vous avez vu, Bélénos Enjeux Nutrition aime bien s'amuser. Le jeu est très présent dans nos ateliers parce que nous, on n'est pas là pour vous donner des injonctions et vous interdire de manger, mais de trouver des moyens de façon ludique pour vous aider à trouver un équilibre alimentaire. Donc, bien évidemment, il y a des jeux. Chacun met la main à sa pâte parce qu'on vous fait travailler. On fait aussi des dégustations. Chaque séance se termine par un remis, c'est-à-dire qu'on vous donne un petit document qui permet de résumer tous les points qu'on a évoqués pendant la séance. Et le dernier atelier, si vous êtes très participatif, on fait un atelier cuisine. Donc, on cuisine aussi et bien sûr, on déguste les fruits de notre atelier. Le premier atelier, c'est Bien-être à table pour vivre mieux. Là, on vous amène dans un restaurant virtuel. On a bien sûr concocté pour vous une carte de restaurant truquée avec beaucoup de pièges et on vous invite à trouver quel est le menu idéal pour vivre en bonne santé. Donc, on ne vous fait pas sortir de la salle, mais avec nos outils, on vous fait découvrir et on vous fait travailler sur une carte de restaurant. La deuxième séance, là, on vous amène au supermarché, toujours en restant dans la même salle. Donc, on s'imagine avec son caddie, on fait ses courses. Par où on commence? En général, on vous fait commencer par les fruits et légumes. Hein? Est-ce que c'est la meilleure façon de commencer son panier de courses? Voilà, on vous aide à faire des courses, vos courses, faire les bons choix sans trop se ruiner, parce qu'aujourd'hui, la partie économique est quand même non négligeable. Le troisième atelier, on vient un petit peu s'incruster dans votre cuisine. On regarde un petit peu comment vous cuisinez, comment vous préparez les repas. On vous aide, on vous apporte des astuces très concrètes pour cuisiner, assembler les aliments, préparer les repas. Pour certains, ça peut être une corvée. Pour d'autres, c'est un plaisir. Comment organiser nos repas quand on est seul, on a des invités, les petits-enfants viennent. Moi, j'ai envie de regarder la télé ce soir. Est-ce que je peux me faire un plateau repas? Voilà, on regarde de façon très attentivement et on vous conseille sur une façon de cuisiner ou de préparer vos repas de façon équilibrée. Et puis, le 4e atelier connaît un grand succès puisque la 4e séance, elle aiguise vos papilles. C'est-à-dire que là, on passe en mode dégustation. On vous fait découvrir toute une palette de sensations. On fait travailler la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et donc, pour vous aider à optimiser les plaisirs alimentaires, et bien sûr, le chocolat a sa place dans cet atelier. Et puis enfin,
on met tous la main à la pâte et nos diététiciennes, en collaboration avec vous, concoctent un plat, un goûter, ça dépend de l'heure de la journée, un plat, un goûter, et vous fait découvrir de nouvelles techniques culinaires pour préparer un repas ou un plat équilibré. Et donc, bien sûr, on passe à table et on déguste ce plat ensuite en fin de séance avec tous les participants. Voilà. Donc, cet atelier s'étale sur 6 séances. Il est sur 6 semaines consécutives. Il est animé par une diététicienne diplômée, hein, donc vous pouvez être rassurés. Donc, on vous apporte tous les éléments par une professionnelle. Ça dure environ 2 à 3 heures et c'est sans doute près de chez vous. Comment s'informer? Alors, donc ça s'adresse aux personnes qui sont retraitées en Île-de-France. Pour l'instant, le programme il est uniquement en Île-de-France, dans tous les départements d'Île-de-France. C'est organisé donc par le PRIF. C'est généralement gratuit, où on peut vous demander une petite contribution pour le repas, le dernier repas qu'on fait ensemble pour acheter les aliments. Mais c'est financé donc par les caisses de retraite. Donc, c'est une vraie opportunité. Je vous invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment très sympa. Pour avoir des informations, donc, vous avez le numéro de téléphone sur la petite plaquette que je vous ai laissée avec le mail, le courriel. Et puis, là, je vous dis, dès janvier 2016, donc, on a des ateliers dans différentes régions de l'Île-de-France. On en a une qui commence le 21 janvier à Montreuil, si vous avez été près de Montreuil. Pour le 91, c'est Milly-la-Forêt qui démarre. La réunion d'information, c'est le 16 février. Ensuite, on a Garges-les-Gonesse, donc dans l'Oise, le 18 février, qui démarre le 18 février, avec des séances qui s'étalent, hein, vous avez vu, sur 6 semaines. Et puis enfin, pour les gens du 77, donc on a un atelier qui démarre le 12 avril au printemps et qui va s'étaler du 3 mai au 31 mai. Donc, si vous voulez vous inscrire, hein, je vous invite à consulter la plaquette ou après venir nous voir sur le stand. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vous remercie vivement de votre participation. Et je peux prendre, on a encore quelques minutes, 5 minutes pour prendre quelques questions. Merci. Oui, monsieur, alors, parlez fort parce qu'il y a un bruit de fond. Monsieur là-bas. Monsieur là-bas. Parlez dans le micro, monsieur, parce qu'on n'entend rien, il y a un bruit de fond. Oui, pain et pâtes, pour le régime, c'est pas très bon. Les pâtes? Les pâtes? Non, mais excusez, tous les jours, pain et pâtes. Ah! Oui. Mais j'ai pas, non seulement tous les jours, à chaque repas. Pain, pâtes, riz, semoule, légumes secs, à chaque repas. Une portion, c'est un peu l'équivalent de la paume de la main. À chaque repas. Pourquoi les féculents sont si importants? Alors, les féculents sont très bien, mais ça dépend ce qu'on met dessus. Hein? Les pâtes ou le pain ou le voilà, si vous mettez une tonne de beurre, c'est sûr que là, vos féculents ils sont moins intéressants. Non, les féculents sont très bons parce qu'ils apportent des glucides et des sucres. Avant, on disait sucre lent, sucre rapide. Bon, ça ne fonctionne plus comme ça, mais ce sont des sucres qui sont digérés plus lentement dans le corps, calment la faim. Donc, ils sont très intéressants dans un repas parce qu'ils aident à calmer la faim. Donc, entraînent le déclenchement des signaux de faim et satiété. Et donc, quand on envoie ces signaux, ben, ils vous disent « Ah, j'ai plus faim, donc je m'arrête de manger. » Et donc, on a tendance à manger moins, à être plus rassasié. Donc, les féculents sont très intéressants. Donc, à chaque repas, il n'y a pas de danger pour la ligne, puisqu'ils sont très calment la faim et ont, au contraire, un effet plutôt favorable à la préservation de la ligne. Pain, pâtes, riz, pommes de terre, semoule, mais ça peut être aussi le quinoa, ça peut être les lentilles, ça peut être les haricots, le maïs. Les petits pois sont des féculents. Ce ne sont pas des légumes verts, du fait de leur composition. On vient juste d'arriver. Est-ce que je peux avoir une plaquette, s'il vous plaît? Une plaquette? Oui. On va vous la donner à la sortie. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste là sur les fauteuils libres. On va vous le donner après, monsieur. Oui, bien sûr.
Oui, bonjour. J'ai vu sur une animation que vous aviez un piment. Et j'ai entendu dire que les piments, c'était bon pour les gens qui vieillissent. Le piment? Oui. Le piment? Le piment, oui. Piment est un légume, effectivement, et ça peut être aussi une épice. Hein? Et donc, effectivement, les piments et les épices sont intéressants parce que, effectivement, comme beaucoup de fruits et légumes, notamment rouges, contiennent donc des antioxydants, notamment le lycopène. Et donc, les antioxydants contenus dans les légumes colorés sont très intéressants, effectivement, parce qu'ils contiennent ces fameux antioxydants qui nous aident à préserver le vieillissement prématuré de nos cellules et donc prévenir les maladies dites de civilisation, les maladies chroniques qu'on rencontre aujourd'hui au quotidien. Dans les fruits rouges? Oui, dans les fruits rouges, oui. Donc, la tomate, c'est un fruit. Donc, la tomate contient du lycopène. La pastèque contient aussi du lycopène. La betterave, on va dire que c'est plutôt pourpre. La betterave aussi contient des antioxydants très intéressants. Plus de questions? Une dernière? Ben, nous sommes parfaitement à l'heure. Donc, je vous souhaite une bonne fin de salon et une bonne santé, une bonne longévité. Au revoir.